j'accueille tout de suite les deux intervenantes du regard croisé suivant, Stéphanie Goujon et Anna Bercouk. Je vous en prie, vous pouvez me rejoindre. On a un petit peu parlé, voilà, ici c'est très bien, vous êtes à côté, c'est parfait. On a parlé tout à l'heure de la nécessité d'accompagner les territoires pendant cette première table ronde. L'accompagnement, à vous, c'est votre métier, votre credo, et plus particulièrement pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire au sens large. L'une est à la tête d'une association qui tisse des liens entre entrepreneurs sociaux, entreprises et institutions. L'autre à la tête d'une ESUS, une entreprise solidaire d'utilité sociale qui accompagne les associations. Vous l'aurez compris, on va parler de liens et de synergie. Stéphanie Goujon, directrice générale de French Impact, je pense qu'on dit comme ça, bonjour, et Anna Bercouk, directrice générale de Hello Asso. Bonjour. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous demander de présenter rapidement les missions de vos structures respectives. On va commencer par vous, Anna Bercouk. Hello Asso, c'est la plateforme de paiement des associations, une plateforme de paiement sans commission qui est entièrement financée par la générosité des Français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette particularité ? Bien sûr. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc Hello Asso, effectivement, c'est une entreprise solidaire et sociale, une ESUS, qui a pour mission d'accompagner le secteur associatif grâce au numérique. Et on le fait par trois biais. On offre des solutions de paiement. Donc effectivement, toutes les associations qui vont faire, par exemple, des billetteries, encaisser des cotisations, faire des financements participatifs. On le fait avec une plateforme de visibilité et d'audience, donc pour donner et mettre en avant ce secteur associatif. Et on le fait avec une partie accompagnement qui est effectivement très importante dedans. Et pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, Hello Asso, donc, qui a été créé en 2009, c'est 175 000 associations utilisatrices. C'est plus de 500 millions d'euros qui ont été collectés par ces associations, dont 200 millions en 2021. C'est 90 personnes qui travaillent pour Hello Asso. Et du coup, je donne ce chiffre parce qu'effectivement, on a un modèle économique qui est très particulier, qui est basé sur la générosité, donc la contribution volontaire des personnes qui font un paiement sur Hello Asso. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'effectivement, on est 90 personnes qui sont salariés. Totalement financés par ce système de dons. Exactement. Voilà. Stéphanie Goujon, oui. Le French Impact, c'est une association d'initiative gouvernementale. D'ailleurs, j'ai vu en tant qu'association que vous étiez aussi présent sur Hello Asso pour proposer des séminaires, des webinaires gratuits. Qu'est-ce que c'est que le French Impact exactement ? Oui. Alors, je voudrais juste démarrer par un petit rapport d'étonnement. C'est très, très beau ici. Je veux juste te dire, et c'est vrai que je sillonne beaucoup la France parce qu'on croit au territoire. Et là, je suis venue de Paris ce matin et je traversais Bordeaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de Bordelais dans la salle, même s'il n'y a pas que des Bordelais. Et vous avez beaucoup de chance parce que c'est vraiment, voilà, c'est agréable. Juste ce petit message, c'est donc positif pour démarrer. Donc French Impact, comme tu l'as dit, est effectivement issu d'une initiative gouvernementale lancée il y a 3 ans auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et dans l'idée, en fait, d'accélérer, de développer, de faire grandir des solutions de territoire aux grands enjeux, en fait, de notre temps et de pouvoir en faire des solutions nationales et inspirer les politiques publiques. Donc, concrètement, on identifie des projets à impact social et environnemental partout en France grâce à des partenaires locaux. C'est pas moi, depuis Paris, derrière mon site internet, qui vais savoir quel est le circuit court prometteur ou l'entreprise de mobilité douce qui va bien à Strasbourg ou à Figeac. La deuxième chose qu'on fait, donc on a à peu près 700 projets aujourd'hui dans notre écosystème. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on facilite leur accès au financement. D'un côté, des dispositifs publics et de l'autre, des fonds privés. Et la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on fait connaître ces projets aux administrations et aux fonctionnaires, dans l'idée soit de pouvoir faire sauter des freins réglementaires, parce que parfois il y a des freins des verrous en fait, qui peuvent entraver le déploiement des initiatives. On est en France, et même si c'est un très beau pays, comme je l'ai dit, il y a aussi beaucoup de droits et beaucoup de couches administratives. Donc on essaie de simplifier tout ça, et aussi d'inspirer finalement les services publics de demain. Donc en 3 ans, c'est 700 projets qui sont dans notre écosystème grâce à 27 collectifs territoriaux.
C'est 150 hauts fonctionnaires mobilisés, une dizaine de ministères partenaires et plus de 31, je crois, c'est aujourd'hui 31 fonds d'impact investing qui sont en partenariat avec French Impact. Et le but, c'est quoi exactement? C'est de porter ces projets au niveau national ou c'est de les faire se dupliquer dans d'autres territoires? Alors, il n'y a pas de modèle unique. Je sais qu'on parle beaucoup de licornes, mais moi, des licornes, j'en ai jamais vu que dans la chambre de ma fille. Et en fait, on croit, nous, aux très jolis poneys, tu vois. C'est aux solutions de territoire qui peuvent soit effectivement être il y a des opérateurs qui vont avoir le souhait dans leur modèle de développement d'essaimer, de grandir et d'inspirer une solution nationale. Et il y en a d'autres qui vont fonctionner plutôt sur du partage de bonnes pratiques. Donc, on aime les champions, les locomotives nationales au French Impact, c'est sûr, mais on aime aussi les pépites locales. Et en fait, ce qui compte pour nous, puisqu'on parle territoire un petit peu là, dans ce regard croisé, c'est qu'il y ait des échanges, c'est qu'il y ait de la coopération. J'entendais tout à l'heure, c'est Bettina Laville qui parlait des silos, faire sauter, tout ça. Bah oui, c'est ça, nous, qu'on essaie de faire. C'est qu'il y ait des petits, qu'il y ait des gros, qu'il y ait des académiques, qu'il y ait des entrepreneurs, qu'il y ait des institutionnels. Mais il faut qu'on se parle davantage. Donc, c'est comment on crée les conditions de la rencontre. Vous parliez tout à l'heure des barrières que vous essayez de décloisonner justement pour créer cette rencontre. Quelles sont-elles, ces barrières, concrètement? Est-ce qu'il s'agit avant tout de méconnaissance des institutions ou inversement des projets Oui, il y a peu de barrières techniques. Des barrières juridiques. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent qu'il y ait des collaborations, des alliances. On peut citer par exemple les joint ventures sociales pour qu'il y ait des alliances entre des grands groupes et des entreprises sociales. Donc en fait, la barrière, elle est surtout culturelle. Elle est culturelle, elle est cette méconnaissance qui peut parfois aussi déboucher sur de la diabolisation. Nous, on le voit par exemple sur tout le travail qu'on fait avec les fonds d'investissement et les porteurs de projets, où parfois les porteurs de projets issus de l'ESS connaissent mal les outils de financement de l'innovation sociale, et cette méconnaissance entraîne cette diabolisation. En gros, ils ont très très peur de perdre leur valeur et de perdre le contrôle. Et bien sûr, il y a un risque de perte de valeur et de perte de contrôle, mais quand on connaît les outils et qu'on connaît les fonds, on peut maîtriser ce risque. Et voilà, donc c'est ça, nous, on travaille à créer ces passerelles, et pareil, entre des fonctionnaires et des porteurs de projets, pour créer des binômes un peu gagnant-gagnant. Et là, c'est important de parler en fait une grammaire commune. Nous, c'est ce qu'on fait. On fait la passerelle, on fait le pont entre ces différents univers. Vous êtes des traducteurs. Une autre barrière qui existe aussi, ça peut être l'usage du numérique, qui n'est pas forcément très développé, surtout dans le monde associatif. Anna Bercook, à Hello Asso, vous avez créé un programme qui s'appelle PANA, le point d'appui au numérique associatif. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Bien sûr. Et Stéphanie, du coup, je me permets, tu disais effectivement pas beaucoup de barrières techniques. Bon, c'est vrai. Après nous, il y a vraiment un sujet qui nous occupe, c'est le numérique et la transition numérique du secteur associatif. Bon, Hello Asso a été créé en 2009, donc c'était vraiment une problématique qui avait une toute autre ampleur à cette époque, mais ça l'est toujours. Il y a 17% des Français qui souffrent d'électronisme encore aujourd'hui. Ça a été extrêmement mis en exergue avec la crise. Et donc en fait, aujourd'hui, quand on parle d'impact, on ne peut pas ne pas parler de numérique pour plusieurs raisons. Pour gagner du temps, pour répondre en fait aux nouveaux usages de la société, pour démultiplier son impact. Et en fait, pour ne pas laisser sur le bord de la route le secteur associatif, il y a quand même besoin d'accompagnement sur ces sujets-là. Et du coup, effectivement, on a mis en place avec des acteurs comme le mouvement associatif et la Fonda un programme qui s'appelle Point d'appui au numérique associatif pour que les associations locales puissent trouver près de chez elles des structures d'accompagnement qui les aident à prendre en main les outils numériques. Finalement, à French Impact et à Hello Asso, vous pensez que les initiatives à impact viennent d'en bas, si je puis dire, enfin en tout cas de la société civile? Pas d'en bas, de la société civile, oui, mais c'est pas en bas. Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'elles sont déjà en fait présentes sur le territoire et qu'elles demandent juste à se développer? Qui commence? Anna Bercook, c'est une question pour toutes les deux. Moi, je suis assez d'accord sur... alors oui, elle ne demande qu'à se développer, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec Stéphanie quand elle dit que je pense que toutes les initiatives n'ont pas vocation à essaimer, passer à l'échelle, et qu'en fait, les spécificités territoriales existent, et que la beauté d'une association, c'est d'apporter une solution, c'est de choisir, de se mettre ensemble pour, avant tout, créer du lien. Et en fait, quand on parle d'innovation,
d'innovation sociale et environnementale, et je trouve ça bien qu'on lie les deux, parce que je pense qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. En fait, aujourd'hui, l'association, rien que l'association qui permet de créer des liens dans une société où il y a de plus en plus de tensions, de plus en plus de fractures, en fait, ça devient une innovation. Donc rien que de s'associer pour faire des choses ensemble. Et après, effectivement, il y a plein d'initiatives qui méritent de passer à l'échelle. Mais voilà, il y a 1,5 million d'associations en France. C'est une association pour 44 personnes. Ça permet vraiment d'avoir des solutions. On parle d'utilité sociale, c'est-à-dire répondre à un besoin qui n'est pas couvert ni par le marché, ni par l'État. Et quand je peux vous donner un exemple, par exemple, là la thématique c'est l'eau, mais il y a une association qui fonctionne très très bien, et c'est pas forcément que en France, mais c'est 1001 fontaines. Ils ont un programme extrêmement innovant qui en fait permet d'associer donc à la fois la philanthropie, les dons, et l'entrepreneuriat social pour créer des emplois. Donc aujourd'hui, 1001 fontaines, c'est 900 000 bénéficiaires, plus de 1000 emplois créés. Ça répond à 9 objectifs des ODD. Enfin voilà, donc évidemment, il y a plein de très belles choses du côté de la société civile. Et donc le statut d'association qui existe quand même depuis 1901 a encore des choses, a encore un rôle à jouer aujourd'hui. Bien sûr, et je pense que ça c'est encore plus vu. J'espère que les gens le savaient déjà, mais que avec la crise, le confinement, les gens à la fois par ce qui a été mis en place, donc les associations qui étaient en première ligne pour aider les populations fragilisées, maintenir le lien, etc. Et en même temps par la négative, c'est-à-dire ce qui ne pouvait plus être, les festivals, le club de sport, le cours de poterie. Je pense que les gens ont encore plus saisi ce que c'était que la richesse du tissu associatif. Stéphanie Goujon. Alors, sur les deux éléments, oui, bien sûr, les solutions viennent des territoires, parce qu'on est sur de l'économie de solutions, donc c'est l'économie qui est au plus près des besoins. C'est comme ça qu'on invente ce qui fonctionne, c'est quand on sait ce qui se passe. C'est pas quand on est dans une tour d'ivoire ou éloigné des citoyens. Donc ça, oui, c'est une conviction profonde. Et après, l'idée, c'est comment on peut créer aussi un relais pour que ça diffuse, que ça inspire. Et ta deuxième question était sur la question des statuts ou des... Alors, nous, pour le coup, effectivement, on dit c'est un peu un mantra de l'entrepreneuriat social, mais les statuts ne font pas la vertu. Et peu importe, là encore une fois, donc nous, on travaille avec l'économie sociale et solidaire, bien sûr, mais aussi avec d'autres types d'entreprises qui ont un réel impact social et environnemental. Et là, c'est nos partenaires locaux qui sont aussi les juges et arbitres de leur réel impact. Voilà, ce qui compte, encore une fois, c'est les flux de compétences, de liens, d'affaires qu'il peut y avoir entre ces différentes structures. C'est ça qui va créer la dynamique territoriale. C'est intéressant, effectivement, cette notion de complémentarité entre les structures. Pour Hello Asso, par exemple, vous vous occupez des associations, mais vous êtes une entreprise. Est-ce que être une entreprise, ça a une utilité, justement, dans ce cas-là? Pourquoi ne pas être une association aussi? Très bonne question. Effectivement, on est donc une SAS avec l'agrément ESUS, qui est un agrément qui mérite à être encore plus connu, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Et pourquoi est-ce qu'on est une entreprise? Parce que en fait, les financements sont fléchés de telle sorte, et les aides aujourd'hui, que c'est pour quand on est une start-up et qu'en fait, effectivement, on veut faire un produit technique, les aides sont beaucoup plus fléchées vers ces statuts aujourd'hui. Donc il y a une barrière quand même au financement. Après, aujourd'hui, et je partage, on a envie de se dire que peu importe le statut, quoi. L'important, c'est qu'on travaille ensemble. Tout à l'heure, Stéphanie, vous parliez des licornes. C'est vrai qu'on parle souvent des licornes de la tech notamment. Est-ce qu'il y a aussi des licornes dans l'ESS, ou alors des jolis poneys, comme vous disiez? Oui, des très belles solutions. J'aimerais en citer deux. Alors, du coup, ça va être pas tout à fait sur l'eau, la thématique d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a toujours un lien de toute façon entre l'environnemental et le social. Ça, c'est un credo aussi chez nous. Un premier enjeu qui est l'enjeu, vous le savez peut-être, qu'un agriculteur sur deux d'ici 2025 va partir à la retraite. On a beaucoup parlé, et notamment ça a été accéléré avec la crise Covid, de souveraineté alimentaire. Donc là, il y a une initiative formidable qui s'appelle Ceinture Verte, qui veut en fait recréer des ceintures maraîchères, vous savez, autour des agglomérations, et qui a inventé un dispositif
dispositif pour fournir en fait des fermes clés en main. Et pour le faire, ils vont travailler à la fois, ils vont identifier des porteurs de projets, ils vont travailler avec les collectivités territoriales, voilà, ils vont donner un appui technique et au maraîchage bio et à la commercialisation. Donc aujourd'hui, il y a une dizaine de ceintures vertes. Vous voyez, ça, il pourrait y en avoir autant qu'il y a peut-être de grosses agglomérations. J'allais dire 36 000, non, pas tout à fait. Et une deuxième initiative sur un autre enjeu qui est celui de la transition démographique. Un Français sur 4 en 2070 aura plus de 65 ans. Donc je vais vous parler du sport santé. Et pour le coup, c'est une association, Ciel Bleu, qui est née à Strasbourg et qui maintenant a essaimé un peu partout en France, qui promeut de l'activité physique adaptée pour les personnes âgées, notamment en EHPAD, mais pas que. Ça permet de réduire les chutes, donc ça permet de réduire les coûts d'hospitalisation. Donc on voit à quel point une initiative de la société civile contribue à un bien-être pour toute la société, et un bien-être parce que forcément vous êtes mieux quand vous faites du sport, mais aussi à des économies. Voilà, donc je pense que c'est là aussi l'impact, on n'a pas parlé de la définition de l'impact, mais pour nous c'est de la performance. Impact égale triple performance économique, sociale, environnementale. Anna Berkook, vous aussi, est-ce que vous avez des exemples de licornes de l'ESS ? Je crois qu'il y a un programme qui s'appelle NA20 qui a été mis en place avec la French Tech de Bordeaux dont vous faisiez partie. Oui, alors je peux parler effectivement du programme. C'est vrai que ça rejoint plus, ce programme, c'est plus sur la côté de réduire les barrières et pouvoir permettre plus de coopération. Mais effectivement, la French Tech Bordeaux a lancé un programme qui s'appelle NA20 qui vise à mettre en valeur 20 entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui ont un impact positif significatif. Donc les lauréats seront dévoilés la semaine prochaine. Et après, en revanche, c'est vrai que sur le côté de licorne, moi je rejoins Stéphanie, je pense qu'il ne faut pas qu'on cherche à calquer les codes de l'économie marchande stricto sensu sur l'économie sociale et solidaire, puisque sa force, c'est de ne pas forcément chercher l'hypercroissance. En fait, sa force, c'est aussi de ne pas forcément être soumis à la lucrativité. Donc, en fait, ça permet beaucoup plus d'innovation, de recherche. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas calquer les codes. Mais si je devais donner juste un exemple qui démarre aujourd'hui, c'est le Téléthon. Donc le Téléthon, on pourrait dire que c'est une licorne qui existe depuis des dizaines d'années. En 2020, c'est 99 millions d'euros de financement, de levée de fonds, donc c'est un beau budget. Et le Téléthon, par exemple, a permis le décryptage du génome humain, c'est pas rien. Le Téléthon permet, en faisant des recherches sur les maladies rares, en fait, ça essaime, c'est pareil. Là, par exemple, une des recherches va permettre de trouver des traitements contre les effets secondaires des chimiothérapies. Et là, quand on parle de chimiothérapie, on commence à parler de millions et de millions de personnes qui pourraient en bénéficier. Donc voilà, je pense que c'est bien de parler on a un petit credo qu'on aime bien, de parler en millions d'heureux et pas que en millions d'euros. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Anna Berkook et Stéphanie Goujon. C'est déjà l'heure de conclure ce regard croisé. Et moi, c'est déjà l'heure aussi de vous quitter. Je vais rendre la parole à Camille, notre maîtresse de cérémonie. Merci beaucoup à vous. Merci.